La crise ne fait que commencer. C'était la une du journal d'Expansion au mois de juin. Tous les blagueurs qui nous disaient en 2010 que la crise était bientôt finie se sont trompés. Et un des problèmes, c'est que le programme du Parti Socialiste a été fait en 2010, quand beaucoup de gens pensaient que la crise était finie. Voilà. Alors manifestement, la crise n'est pas finie. L'OCDE a annoncé avant-hier que l'Allemagne et la France rentraient en récession. Et les indicateurs hier aux États-Unis, c'est très faible création d'emploi, alors qu'Obama fait le maximum pour lancer l'économie. L'économie ne redémarre pas. En Chine, ça fait 10 mois que l'activité recule. Donc hélas, il n'y a aucun doute. Ce qu'on a vécu depuis 5 ans, c'était les amuse-bouches. On a perdu 5 ans en mettant des rustines. Et il est fort probable que la vraie crise, effectivement, elle est devant nous. Une phrase de Ken Rogoff, l'ancien chef économiste du FMI, qui, dans Le Monde, disait « Les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu'on ne le pense, mais ils finissent par s'effondrer beaucoup plus vite qu'on l'imagine. » Lui parlait du système financier, on pourrait dire la même chose sur le système écologique, ce que tu montrais sur l'empreinte, le système social. Il y a un moment où ça peut péter. Cynthia Fleury, qui est en même temps philosophe et psychiatre, disait il y a un moment où si les politiques ne sont pas à la hauteur, c'est de chacun pour soi. Chacun renonce à respecter les valeurs qui s'étaient données, et en quelques semaines, en quelques mois, une société peut basculer, qu'il n'y ait plus du tout de confiance en l'action collective. Donc les systèmes, que ce soit les systèmes financiers, les systèmes sociaux, les systèmes politiques, les systèmes démocratiques, les systèmes écologiques, tiennent plus longtemps. Bonne nouvelle, ils tiennent plus longtemps. C'est pas foutu, ça peut tenir encore un moment, on peut encore soigner le malade. Ils tiennent plus longtemps qu'on le pense, mais ils peuvent s'effondrer beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Ce qui nous rassemble, je vais vite, c'est l'évolution du chômage. Voilà, la courbe, c'est une copie d'écran. Le nombre officiel d'inscrits à Pôle emploi, je crois plus d'1 200 000 chômeurs de plus en 4 ans. Et encore, quand on nous dit qu'au mois de juin, il y a eu 42 000 chômeurs de plus, c'est déjà énorme. 42 000 chômeurs de plus en un mois, mais c'est juste une augmentation du stock de chômage. Et si on regarde les documents du ministère, la réalité c'est qu'il y a eu 537 000 hommes et femmes qui se sont inscrits à Pôle emploi en un mois. 537 000 qui s'inscrivent. Une amie qui est, je ne sais plus où elle est, Florence, qui m'a expliqué qu'il travaille à Pôle emploi et qui disait qu'en ce moment il faut 3 semaines, un chômeur, là, il faut 3 semaines juste pour arriver à s'inscrire. Entre ceux qui n'arrivent pas à cliquer, à ceux qui appellent et qui n'arrivent pas à avoir un conseiller parce qu'il n'y a pas assez de monde à Pôle emploi. Donc vous voyez la foule immense, tout est fait pour qu'on ne les voit pas, mais 537 000 personnes qui s'inscrivent à Pôle emploi en un mois. Et pourquoi est-ce que le stock de chômage, avec les guillemets, le stock de chômage n'a augmenté que de 42 000? C'est parce que dans le même temps, il y en a 495 000 qui quittaient les fichiers de Pôle emploi. Donc voilà pourquoi le stock n'a augmenté que de 42 000. Mais le problème, c'est que le ministère dit que sur les 495 000 qui quittent Pôle emploi, une moitié retrouve du travail. Donc ça veut dire que l'autre moitié ne retrouve pas du travail. Donc il y en a qui partent en stage, il y en a c'était juste un problème administratif, et puis un mois plus tard ils se réinscrivent, mais pendant un mois ils n'ont rien. Et puis il y a tous ceux qui tombent en fin de droit. C'est pas pour rien, s'il y a 400 000 personnes qui sont tombées dans la pauvreté, c'est qu'il y a tous ceux qui sont en fin de droit, on en connaît tous dans nos familles, parmi nos copains de quartier, c'est pas un problème théorique, je pense qu'on en connaît tous. Et parmi ceux qui trouvent du boulot, sans faire du Zola, parce qu'il y a probablement des gens qui vont bien, on va pas, mais parmi ceux qui trouvent du boulot, les documents de l'URSSAF expliquent que les CDD de moins de 1 mois, les contrats très courts, c'est 60% des embauches. Le CDI, le contrat normal, quand j'étais petit, autrefois, quand on avait un boulot, c'était un boulot à plein temps pour tous ceux qui voulaient, et tout le monde était payé au SMIC. Le SMIC, c'était le salaire minimum, et tout le monde était, voilà. Et donc, quand on n'était plus au chômage, c'était vraiment un nouveau départ. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui galèrent, qui sont englués dans les périodes de chômage, périodes d'intérim. La durée moyenne des missions d'intérim, c'est 7 jours. C'est plus long dans l'industrie, mais c'est beaucoup plus court dans la restauration. D'après le patronat de l'intérim, la durée moyenne des missions d'intérim, c'est 7 jours. C'est difficile d'avoir le moral et de faire des grands projets pour sa vie perso ou sa famille, quand on a une vision à 7 jours. Voilà. Donc on est dans un niveau de chômage et de précarité monstrueux, ça peut être dans plusieurs régions d'Europe. J'étais en Espagne cet été, c'est sinistre, des copains, des amis étaient en Grèce, ils disent que le pays est vraiment cassé. Et l'UNEDIC annonce 417 000 chômeurs de plus d'ici la fin 2013, c'est les prévisions officielles. Si la croissance tient bon, si on a un point de croissance l'année prochaine, l'UNEDIC annonce 417 000 chômeurs, sans compter tous ceux et celles qui vont tomber en fin de mois. Voilà. Donc pas besoin d'en rajouter des tonnes, mais c'est juste pour dire, le problème c'est que même quand on va à Matignon, il y a des fois où ils découvrent ce chiffre. C'est pour dire qu'ils sont déjà tellement pris par l'urgence. Une des difficultés, c'est que les équipes qui arrivent depuis 3 mois sont déjà tellement pris par l'urgence qu'il y a des fois où, simplement en leur scannant le Figaro Économie, on leur apporte une information, alors c'était la une quand même du Figaro Éco. Derrière ces chiffres, pas besoin d'insister, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, parce que
quand on vit avec 460 € par mois, c'est pas très drôle. Il y a des gens qui sont cassés. Donc ce qui nous met en mouvement, c'est qu'on refuse. C'est juste pas normal que dans une société aussi riche, on n'a globalement jamais été aussi riche. Il faut quand même pas l'oublier, malgré la crise, le niveau de richesse collective, même si le PIB n'est pas un bon indicateur pour plein de raisons, mais globalement, nous n'avons jamais été aussi riches. C'est juste totalement scandaleux, il n'y a rien qui justifie qu'il y ait autant d'hommes et de femmes qui dorment dans la rue ou qui attendent les poubelles du Monoprix. Alors ce qui nous met en mouvement, c'est qu'on refuse ça. Et puis ce qui nous guide, alors je ne sais pas comment le dire, mais c'est qu'on a tous un droit au bonheur. Moi j'ai mis la photo d'un de mes fistons dans un mariage, à une fête de famille, il y a 2 ans, c'était le soleil, il était avec les copains, les cousins, voilà. On ne doit pas renoncer, chacun de nous y met le contenu qu'il veut, mais il y a une liberté fondamentale, chacun de nous n'a qu'une vie et veut le vivre pleinement. Donc notre objectif est double, permettre à tous de vivre dignement, d'avoir un revenu correct, un logement correct, et puis permettre à chacun de vivre pleinement, de vivre ce droit au bonheur, de faire ce qu'il veut et ce qu'elle veut de sa vie. Alors concrètement, comment sortir de la crise sociale? La plupart de nos dirigeants, c'est étonnant, mais spontanément continuent à croire que c'est avec la croissance qu'on va sortir du chômage. Ce qui est vraiment étonnant, même quand ils vont tête à tête, quand ils ne savent pas comment finir une phrase. Je ne sais pas de nom, mais il y a des phrases presque comiques, je voudrais mettre mon iPhone pour les enregistrer. Quand on a dit la béquille intellectuelle, c'est la croissance. Voilà, c'est la croissance qui va permettre de sortir du chômage et de sortir de la précarité. Ça, c'est l'évolution de la croissance en France déjà avant la crise des subprimes. Donc déjà, quand on voit cette courbe, c'est l'évolution de la croissance décennie par décennie depuis 1960. On a du mal à croire que la croissance va revenir et va régler tout seul le problème. Je vous rappelle qu'il faut 2,5% de croissance, vu les gains de productivité qu'on fait, les robots, les ordinateurs. Tout à l'heure, il y avait un déménagement, là je suis sorti du RER, il y avait un déménagement, il y avait une échelle automatique qui montait et qui descendait les cartons, c'est pas les gars qui se cassaient tous dans l'escalier. Voilà, donc dans tous les métiers, on fait de la productivité. Vu les gains de productivité qu'on fait et vu le nombre de gens qui arrivent sur le marché du travail, on a fait des bébés il y a 25 ans, ils ont grandi, ils arrivent sur le marché du travail, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il nous faut 2,5% de croissance pendant plusieurs années si on veut vraiment créer des emplois et pas seulement des petits boulots. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas ce taux de croissance. Il faut être quand même très très optimiste ou un peu je m'en foutiste pour dire les choses franchement. Il ne faut pas s'intéresser beaucoup aux chômeurs et aux précaires pour miser sur le retour pour penser que la croissance va sortir du chômage. Ça, c'est la croissance de tous les pays du G7, la courbe d'avance pour la France depuis 50 ans. Ça, c'est trimestre par trimestre, avant la crise de la zone euro, avant qu'on mette en place des plans d'austérité. Le trend n'est quand même pas une croissance très très forte. Et voilà la croissance du Japon depuis 1985. Quand j'étais étudiant, à l'école des mines, c'était plus ouvert. Et après ça, j'ai fait Sciences Po. Et à Sciences Po, on ne pouvait pas avoir la moyenne si on n'était pas un demi-paragraphe sur une demi-page sur le fait que le Japon allait dominer l'économie mondiale. Il y a 25 ans, tout le monde en était sûr, c'était une évidence. Le Japon allait dominer l'économie mondiale au XXIe siècle. En fait, c'était une bulle. Et depuis que la bulle a éclaté, donc depuis 20 ans, le Japon a 0,7% de croissance en moyenne. En matière de politique de relance, ils ont mis chaque année, ils ont fait des plans de relance pharaoniques, ils ont mis du béton partout, on pouvait mettre du béton, ils ont triplé la dette publique, ils ont maintenant 200% du PIB de dette publique parce qu'ils ont fait le maximum de plans de relance avec un déficit de plus de 6% du PIB en moyenne chaque année. Ils ont fait, ce qui est plutôt très bien, un énorme investissement dans la recherche, plus de 3% du PIB dans la recherche, c'est le pays où c'est le lien entre recherche et PME, l'université le plus chiadé, c'est le pays qui a le plus de brevets de la triade. Donc c'est très bien, ils ont fait le maximum sur les plans de relance, ils ont fait le maximum sur les politiques de recherche et les politiques d'industrie, ils ont mis leur taux d'intérêt à 0% pour relancer l'investissement et pour essayer de baisser la monnaie. Donc ils ont tout fait à donf, si vous voulez, comme disaient les ados, ils ont tout fait à donf, les 3 leviers au maximum, et en faisant tout au maximum, ils ont 0,7% de croissance. Et 0,7 grâce aux exportations vers le reste du monde. S'il n'y avait pas eu des exportations vers le reste du monde qui à l'époque allaient bien, ils seraient en récession. Il y a une étude de Patrick Artus qui montre que s'il n'y avait pas eu un excédent de la balance commerciale, donc s'il n'avait pas profité du fait que le reste du monde allait bien, il serait non pas à plus 0,7, mais sans doute à moins 0,8 ou moins 1, mais il serait en bonne grosse récession depuis 20 ans. Voilà. Donc il faut le comprendre, et ce que dit David Timbrot de FCE, c'est que le scénario le plus optimiste pour la zone euro, le scénario le plus optimiste, c'est un scénario à la japonaise. Voilà. Donc quand l'OCDE nous explique qu'on va vers que la France et l'Allemagne viennent de rentrer en récession, quand le monde fait sa une pour dire qu'il n'y aura pas de croissance l'année prochaine, c'est pas juste l'année prochaine.
C'est pas juste qu'il faut tenir 6 mois, qu'on ait quelques emplois jeunes dans les quartiers, qu'on met encore une rustine pour tenir. Non, il faut s'habituer à l'idée que la croissance ne reviendra pas, et plus on attend un retour miraculeux de la croissance, plus on augmente le risque d'une bonne grosse récession et d'une explosion sociale. Et cette courbe qui montre, qui pourrait donner l'impression que la situation va être stable à 0,7, voilà, en fait, hélas, il y a des facteurs d'incertitude forts, des facteurs d'effondrement, c'est pas pour rien si Ken Robert dit qu'il peut y avoir un effondrement très rapide, c'est qu'il y a 2 bombes dans l'économie mondiale. Et il y a 2 ans, on avait fait un débat avec Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie, et juste avant, il y avait eu une fuite dans la presse anglaise. C'est la Société Générale qui avait envoyé à ses meilleurs clients un mémo de 50 pages, des gestionnaires. Moi, je l'ai pas reçu, je suis à la Société Générale, mais je l'ai pas reçu. Mais c'est des gens qui gèrent des milliards de fonds et qui sont abonnés à la lettre confidentielle, voilà. Et la Société Générale expliquait qu'il fallait se préparer à un potentiel global collapse. C'est-à-dire un effondrement complet, non pas un ralentissement pendant 6 mois, mais un effondrement complet du système économique. La conclusion, c'était vous pouvez continuer à aller sur les marchés financiers parce que ça va tenir encore un moment, il y a des gains à faire. La conclusion, c'était continuer à aller sur les marchés financiers, mais soyez capable de vous retirer en 48 heures. Parce qu'il faudra que vous soyez capable de vous retirer en 48 heures, parce que si ça pète, ça peut péter vraiment, et il faudra se mettre uniquement sur les denrées alimentaires et sur l'or. C'est quoi les 2 bombes? La première bombe, c'est les États-Unis. La dette totale arrive maintenant, les derniers chiffres, on est au mois de juin, là, tous les 3 mois, la Réserve fédérale donne les chiffres, on arrive à 365% du PIB de dette totale aux États-Unis. 365%. Vous voyez que le maximum qu'on avait atteint au moment de la crise de 29, vous voyez, ça c'était le pic qu'on avait atteint, est largué depuis longtemps. On est à des niveaux de déficit colossaux, et pour un effet de plus en plus faible. Même en mettant 9% de déficit, 9% du PIB, aux États-Unis, le déficit est 2 fois plus important que le déficit moyen de la zone euro, et même en ayant une politique budgétaire et monétaire de folie, ils n'arrivent pas à relancer la croissance, ils n'arrivent pas à sortir du chômage. Et donc vous voyez, c'est Ben Bernanke, le patron de la Réserve fédérale, qui disait en juin que les États-Unis s'approchent de la falaise, et pas continuer en permanence à mettre de plus en plus de dettes pour de moins en moins de croissance. L'autre bombe, c'est la Chine. La Chine est le pays le plus déséquilibré en matière sociale. Il y a des millions de Chinois qui vivent avec $1 ou €1 par jour, donc ils ont très peu de quoi consommer. Ce qui est stable dans une économie, le plus stable, c'est les dépenses de consommation. Vous et moi, même si on n'a pas trop de morale, on fait quand même 3 repas par jour. Quand les tennis des enfants sont troués, on achète des nouveaux tennis, il y a des trucs un peu incompressibles. Même si c'est la crise, on va quand même acheter des chaussures aux enfants. Donc les dépenses de consommation, c'est le truc le plus robuste dans une économie. En Europe, c'est 60% du PIB. 60%. En Inde aussi, c'est 60%. C'est pas le même niveau de vie, mais en pourcentage du PIB, en Inde comme en Europe, c'est 60%. Aux États-Unis, c'est 70% du PIB qui est à peu près robuste. En Chine, ça n'est que 28%. La consommation des ménages, il y a tellement de pauvreté que la consommation des ménages, ça n'est que 28%, 2 fois plus faible qu'en Inde ou en Europe. Et du coup, la Chine dépend beaucoup des exportations et des investissements. Et donc, quand en 2008, les exportations se plantent, le gouvernement chinois prend peur et il veut tout faire pour relancer l'investissement. N'importe qui veut acheter un appartement, qui veut agrandir une usine, qui veut faire un pont dans son village, toutes les demandes de crédit sont acceptées. Et du coup, les banques obéissent. Ils ont injecté en un an 30% du PIB, 30% du PIB rien qu'en crédit privé. Donc la Chine, c'est la plus grosse bulle immobilière qu'on a jamais vue. C'est-à-dire qu'en Espagne, on voit en Espagne que ça donne une bulle immobilière qui explose, mais la bulle immobilière en Chine est encore plus importante. Et là, elle explose, ça y est, les prix de l'immobilier s'effondrent, les ventes de logements ont baissé de 25% en un an, donc la bulle est en train de péter. On a vu en Espagne que ça donne une bulle immobilière qui explose, c'est que le chômage a triplé, un quart de la population espagnole est au chômage, et l'Espagne n'arrive pas à se remettre l'explosion de la bulle. Du coup, Zapatero a démissionné. Zapatero est un démocrate, il dit je ne sais plus quoi faire, je laisse le pouvoir, je démissionne. En Chine, ils n'ont aucune envie de démissionner, ce ne sont pas des démocrates. La réponse du gouvernement chinois en février, c'est qu'on va doubler le budget militaire d'ici 3 ans. On aura 4 fois le budget du Japon, qui est notre ennemi héréditaire. Donc, quand le patron de la Banque d'Angleterre dit que la crise peut être plus grave que 1930, ce n'est pas de la rigolade. Donc, on est dans une période critique. Je pense que les bouquins d'histoire, dans 20 ans, parleront de 2012-2013. Est-ce qu'on est capable d'un sursaut d'intelligence, de coopération, de justice sociale, ou est-ce que c'est le cerveau reptilien, celui qui veut la castagne, qui en a marre, est-ce que c'est le cerveau reptilien qui gagne la course de vitesse? Dernier point de diagnostic, c'est qu'on est dans une crise globale. Roosevelt 2012 fait surtout des propositions sur les questions économiques et sociales, mais on ne peut évidemment pas oublier la question climatique, par exemple.
Avec Edgar Morin, on avait travaillé pour préparer le sommet de Rio +20. Et cette étude, chaque point, c'est la température moyenne pour chaque décennie depuis 1880. Et c'est le chiffre de la NASA et de l'Organisation mondiale de la météo qui montre qu'il n'y a aucun doute, c'est là, sur le fait que le dérèglement climatique est en train de s'accélérer et que si on n'est pas capable d'agir très vite sur notre modèle de développement, sur de baisser très vite notre empreinte écologique, notre consommation d'énergie, le dérèglement climatique va nous échapper. Je ne suis pas bien d'inciter là-dessus. Donc le problème, ce n'est pas seulement la Grèce ou les banques espagnoles. Ce qui me frappe quand on va à l'Élysée, quand on va à Matignon, quand on est reçu par les conseillers des uns et des autres, c'est qu'ils sont obnubilés, là, ce qui les occupe, c'est un vrai problème, c'est la Grèce et les banques espagnoles, voilà. Et ils découvrent complètement le fait que c'est encore pire, que c'est l'ensemble du système économique qu'il faut revoir. C'est bien, comme le dit Edgar Morin ou Stéphane Hessel, c'est la métamorphose ou la mort. C'est pas juste le problème de comment... On a parfois l'impression que le débat en ce moment, c'est comment punir les Grecs sans foutre en l'air la zone euro. Je schématise, mais à peine. Or, c'est pas ça du tout la question. C'est notre système, ça fait déjà 30 ans ou 40 ans que certains le disaient, des philosophes, des gens comme Jacques Delors, des gens comme Edgar Morin, ça fait 30 ans que dans tel ou tel réseau, on explique qu'il faut complètement changer d'indicateur et changer de cap, et changer les valeurs qui animent notre société et qui dirigent notre politique. Mais maintenant, c'est pour de vrai, c'est l'ensemble du système qu'il faut revoir, il faut accoucher d'un nouveau modèle avant que l'ancien système s'effondre. Il y a vraiment un risque d'effondrement. Tous les couillons qui expliquaient il y a 8 ans ou 9 ans qu'il n'y avait aucun risque de crise. Moi j'étais en débat, j'ai eu 2 minutes de débat avec Strauss-Kahn à La Rochelle en 2003, et expliquait qu'il n'y avait aucun risque de crise aux États-Unis, que la route rouge s'inquiète pour rien, pourtant j'arrivais avec les courbes, voilà. Donc tous ceux qui pensent qu'il faut absolument être optimiste, je vous conseille de lire les mémoires de Churchill. Churchill explique qu'on aurait très bien pu éviter la Deuxième Guerre mondiale, qu'il appelle la guerre inutile, mais que tous les dirigeants croyaient que le rôle était d'être optimiste et de rassurer les peuples, en expliquant que la crise était bientôt finie, la reprise est au coin de la rue, M. Mussolini n'est pas si méchant, avec la ligne Maginot on est protégé. Donc il pensait que le rôle fondamental était d'être optimiste, et quand la crise a éclaté, quand la barbarie commence, ils se cassent tous dans leur maison de campagne et on laisse, c'est le chacun pour soi qui l'emporte. Donc le problème n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, comme le dit Krugman, le problème est juste de dire la vérité, de comprendre la gravité de la situation, et bonne nouvelle, on peut encore agir. Bonne nouvelle, donc être optimiste et ne rien foutre n'est pas la bonne solution. Il vaut mieux dire la vérité sur la situation et dire voilà les solutions au niveau international, au niveau européen, au niveau français. On peut, il y aura sans doute une crise, parce que quand vous voyez l'énormité de la courbe que je vous montrais sur toute la spéculation d'énormité dette, il y aura une crise. Mais la question est-ce que c'est seulement sur les marchés financiers ou est-ce que ça contamine l'économie réelle? Est-ce que ça impacte, comment ça impacte la vie des personnes? Donc notre rôle fondamental, c'est de limiter de façon drastique les conséquences de la crise. On n'évitera pas une crise sur les marchés financiers, mais il faut limiter très très fortement les conséquences sur l'économie réelle et surtout sur la vie des personnes, sur la vie des citoyens. On n'est pas les seuls à s'inquiéter. Olivier Blanchard de l'UFMI, il ne fait aucune proposition, il dit qu'il est fort possible que la situation soit pire que ce que nous avons connu en 2008. Jean-Pierre Jouyet, qui jusqu'à il y a 2 mois était patron de l'AMF, disait « Nous sommes face au risque d'un effondrement de l'ensemble du système économique mondial ». Et donc je vous dis, le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui dit « La prochaine crise risque d'être plus grave que celle de 1930 ». Voilà. Donc, avant la crise de 2007-2008, on était une petite poignée à tirer la sonnette d'alarme, mais maintenant, c'est toutes les semaines qu'il y a un organisme officiel ou un économiste de top niveau qui dit qu'on risque un basculement, qu'on est proche d'un point de non-retour, parce que c'est pas de la rigolade. Il faut arrêter les discours creux, il faut arrêter les sommets qui durent 2 heures, il faut s'attaquer aux racines du problème. Donc, je l'ai dit, les difficultés du PS, c'est que la bonne nouvelle, c'est que Sarkozy n'est plus là, soyons francs. Il y a des gens de tous horizons dans notre réseau. On était aux universités d'été il y a 2 semaines, on était en même temps au Front de Gauche, à Europe Écologie, au PS, il y avait des gens au Modem, et en même temps à Attaque. Donc on est très ouvert, mais globalement on n'attendait pas grand-chose de Sarkozy, donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il ne soit plus là. Et la question est de savoir, maintenant que la gauche a tous les leviers, qu'est-ce qu'on en fait?